La 7e cible, Ventura et Poiret dans un polar qui fait mouche sur la une. Et François Bachy dans quelques instants pour les dernières informations. Un musée à ciel ouvert au cœur du désert de Gobi. Vestiges archéologiques et véritable galerie d'art jalonnent la route de la soie. Visite guidée tout à l'heure à minuit 40, mais tout de suite donc les dernières nouvelles. François Bachy. Bonsoir, c'est chose faite. Depuis 20 minutes, la frontière s'est ouverte pour les quelques 6000 Est-Allemands réfugiés en Hongrie. Ils sont en train de passer à l'ouest, et ce le plus légalement du monde, destination le pays de leur choix, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest. Cette opération devait avoir lieu la semaine dernière, mais elle avait été annulée au dernier moment. Cette fois, les autorités hongroises ont dit oui, et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl les a déjà remerciés de tout cœur. Attitude évidemment diamétralement opposée en ce qui concerne la RDA, on s'en doute. Selon l'agence de presse officielle, il s'agit là d'une immixtion dans les affaires intérieures de l'Allemagne de l'Est. Véronique Lafont. La liberté enfin, ils partent, quittent la Hongrie et ses camps. Destination, l'Allemagne de l'Ouest, un pays dont ils connaissent la langue, où souvent ils ont déjà de la famille. Dès minuit, 3 postes frontières ont été spécialement ouverts entre l'Autriche et la Hongrie. Et ce soir, pas besoin de visa. De l'autre côté, en Bavière, tout est prêt pour les recevoir. Des tentes ont été dressées, casernes, hôpitaux, écoles sont également aménagés pour les héberger. Budapest a donc finalement accepté cet exode, le plus important depuis la construction du mur de Berlin en 1961. Un véritable camouflet pour la RDA. En effet, des accords existants entre pays frères du bloc socialiste prévoient de renvoyer chez eux les ressortissants des pays de l'Est en situation irrégulière. L'affaire pourrait bien prendre de l'ampleur. Ce soir, le ministre hongrois des Affaires étrangères a annoncé la présence dans son pays de quelques 60 000 ressortissants est-allemands. Selon Bonn, d'ici l'an 2000, 2 millions de personnes passeront à l'ouest. Collision sur le Danube en Roumanie, 164 personnes sont toujours portées disparues. Un navire de passagers roumain a heurté un remorqueur. Pour l'instant, seulement 18 personnes ont été secourues. Tension toujours dans les territoires occupés par Israël, en Cisjordanie et à Gaza. 5 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens. Par ailleurs, à la frontière libanaise, un soldat israélien et un combattant ont été tués ce matin. Commentaire avec Laurent Aubaine, qui évoque aussi l'Afrique du Sud et l'Algérie. Interception par l'armée israélienne d'un commando armé sur les hauteurs du Golan, près de la frontière libanaise. Un soldat israélien et un homme armé ont été tués lors de l'échange de tirs. L'attaque a été revendiquée depuis Beyrouth par le Front populaire de libération de la Palestine. Mais pour l'état-major israélien, c'est le Hezbollah, le parti de Dieu, qui serait à l'origine du commando, en représailles à l'enlèvement du Cheikh Obed par les Israéliens en juillet dernier. Obsèque de l'une des victimes des affrontements de mercredi dernier au Cap. Yvette Otto, 16 ans, enceinte de 5 mois, aurait selon sa mère été abattue par la police. Une version démentie par les autorités. Selon Monseigneur Toutou, 29 personnes avaient été abattues par les forces de l'ordre dans la nuit de mercredi à jeudi, au lendemain des élections législatives. Le ministère de la Loi et de l'Ordre ne faisait état de son côté que de 15 morts. Fin de la crise politique en Algérie, le nouveau Premier ministre, M. Mouloud Amrouche, a pris ses fonctions aujourd'hui en annonçant la mise en place de plusieurs réformes économiques, politiques, sociales et éducatives. M. Amrouche, 47 ans, membre du comité central du FLN, était secrétaire général de la présidence depuis 1986. Il est considéré comme la personnalité la plus indiquée pour accomplir le plan de réforme souhaité par le président Chadli. Des mesures douloureuses et impopulaires, voilà ce qu'a promis aussi Mikhaïl Gorbatchev dans son discours de rentrée. Il s'agit d'assainir l'économie, mais l'opération vérité sur les prix, pourtant plus que jamais nécessaire en URSS, bute toujours sur les risques d'agitation sociale. Les partis de l'opposition ont enfin terminé leurs universités politiques d'été. Dernière rencontre en commun ce matin à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, pour le RPR et le Parti républicain. Les états-majors vont maintenant pouvoir mettre un peu d'ordre dans les déclarations dont le thème central était l'union. Mais en fait de stratégie d'union prônée par les différents leaders, l'œil avisé de Jean-Michel Carpentier a surtout vu des stratégies personnelles.
L'Union, pourquoi faire? Partir à la reconquête de l'opinion publique, prendre le pouvoir aux prochaines législatives et surtout gagner les présidentielles de 1995. Les universités d'été de l'opposition ont été l'occasion de repréciser les ambitions de chacun. À peine rentré de vacances, Jacques Chirac a mis les choses au point. 1 an et demi après les présidentielles, il rejoint Valéry Giscard d'Estaing dans sa préoccupation de mener à bien l'union de l'opposition. Loin des clivages politiciens au-dessus des partis, le président du RPR laisse à Alain Juppé le soin de réorganiser des militants déjà impatients. Le jeu est devenu plus difficile pour François Léotard. En raison de la faiblesse de son parti, le leader libéral est contraint d'emprunter la voie parlementaire. À la fois gêné par l'autorité de Valéry Giscard d'Estaing et par les ambitions centristes, Léo souffre pour sortir de sa condition de chef de parti loin des hautes sphères où se tiennent Giscard et Chirac. Donc chacun à sa place, la course à l'union est lancée dans l'opposition. Elle risque pourtant de se limiter au choc des ambitions personnelles. Le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, était ce soir l'invité d'Anne Sinclair à 7 sur 7. Il a ainsi pu réagir aux propos antisémites de Claude Autant-Lara. Pour Elie Wiesel, qui s'est déclaré profondément choqué, le cinéaste doit être rayé de la Légion d'honneur. Nimenio II ne pourra vraisemblablement plus toréer. Le toréo français le plus connu, celui qui cette année était arrivé au plus haut de sa gloire, a été gravement blessé cet après-midi dans les arènes d'Arles. Ce soir, Nimenio II est opéré à l'hôpital de la Timone à Marseille, où il se trouve entre la vie et la mort. Le pronostic vital et fonctionnel est réservé, disent les médecins. La Fissionne va devoir se séparer de l'un de ses éléments les plus valeureux. Alex Panzani. La corrida que tout le monde attendait aujourd'hui à Arles, non seulement en raison d'un cartel de choix avec Nimène, Mendès et Elboni, mais aussi des taureaux de Miura, élevage redouté dont la réputation n'est plus à faire et qui, hélas, allait pleinement la justifier. D'abord, 2 chevaux seront renversés, mais le drame va se jouer au 4e taureau, le 2e pour Nimène, toujours aussi élégant et courageux, qui planta lui-même les banderilles à la demande du public. L'accident s'est produit au début de la faène. Nimène est ici accroché, puis violemment projeté au sol avant d'être secouru. On revoit la scène au ralenti. Le matador n'a pas été blessé par les cornes, mais il est lourdement retombé sur la tête, une chute qui a semble-t-il provoqué des lésions au niveau des vertèbres cervicales. Il a été transporté dans le coma au service de neurochirurgie de l'hôpital de la Timone à Marseille. Le sport maintenant, la Coupe du Monde du 400 mètres s'est envolée pour la Française Marie-Josée Pérec à Barcelone et la coupe a été envoyée par Alain Prost à ses fans sur le circuit de Monza. En moto, un bol en or pour Honda, le tout amené sur un plateau d'argent par François Pécheux et Laurent Aubaine. Elle avait fait le plus dur, à savoir battre la Cubaine Anna Quirot. Pourtant sortie en 2e position à l'entrée de la ligne droite, Marie-Josée Pérec grignotait petit à petit son retard sur la Cubaine pour l'emporter d'une courte tête. Mais c'était sans compter sur la vigilance des juges arbitres. La jeune Française est disqualifiée pour avoir mis le pied hors de son couloir sur 3 foulées dans le dernier virage. Il l'a dit et répété, Alain Prost n'a pas la meilleure McLaren entre les mains. Il y a un favori chez Honda et c'est Ayrton Senna. La preuve, à Monza, c'est lui qui mène la course de main de maître. Alain Prost, derrière, remonte à la 2e place en avalant les 2 Ferrari de Berger et de Mansell. Mais il accuse tout de même 20 secondes de retard sur Senna. Seulement voilà, à 8 tours de l'arrivée, coup de théâtre. C'est Ayrton Senna qui casse son moteur. Alain Prost, lui, doute encore de la partialité du team McLaren et de sa place dans le championnat. Et même avec 20 points d'avance, je suis pas confiant. La manière dont ça s'est passé ce week-end, je suis pas très confiant, alors j'ai un peu peur. N'enlevons rien à son talent, Prost enlève à Monza son 39e Grand Prix, un record absolu. Les tifosi sont fous de joie, leur futur champion leur offre même la coupe. 53e bol d'or et Honda maître du jeu pour la 14e fois. Honda qui place 7 de ses motos dans les 9 premières. Les vainqueurs, Vieira, Mattioli et Burnett, un équipage franco-britannique. Ils ont couvert 3558 km à la moyenne de 150 km/h. Elle s'appelle Larissa Liptichevskaya. Entraînez-vous à le dire 10 fois, comme ça si un jour il y a un concours de prononciation, vous gagnerez peut-être une journée avec la Miss Moscou 89.
Larisa Lipsichevskaya est la reine de la perestroïka. Elle a été élue par un jury, mais aussi par les téléspectateurs. Sylvie Collin. Il ne s'agit pas d'un show de Mariti et Gilbert Carpentier, mais bien de l'élection de Miss Moscou. Les soviétiques n'en reviennent pas, voilà qu'on leur demande de choisir parmi ces 8 jeunes filles la plus belle. Verdict de l'ordinateur, c'est Larisa Lipsichevskaya. Blondeur des héroïnes de Santa Barbara, décolleté façon Guy Laroche, le charme slave n'est plus ce qu'il était. Reste le folklore, même s'il prend parfois l'allure d'une superproduction hollywoodienne. Le dîner de gala de clôture du festival est en train de s'achever à Deauville. Les films retournent dans leurs boîtes. Les stars quittent les boîtes de la côte. Depuis 10 jours, vous avez pu tout voir et tout entendre grâce à Pierre Géraud, Alain Beverini, Gilles Boulot et Guylaine Chenu, le reflet d'un bon cru du cinéma américain. Ouverture de la chasse aux stars, 9 jours par an à Deauville. D'interviews express en séance photo musclée, la mémoire d'Hollywood à travers 5 stars d'exception. Les photographes, s'il vous plaît. En marge du festival, Deauville à marée basse, les touristes égarés, quelques arpents de sable, de grand sommeil. L'électrochoc enfin, avec Batman présenté en avant-première, Deauville succombe à Hollywood. Seul rappel à l'ordre, un colloque où producteurs et réalisateurs ont pu deviser sur les méfaits de l'impérialisme yankee sur les écrans français. Impérialistes ou pas, les Américains savent formidablement exporter leur industrie et leur culture. Le rock'n'roll, pur produit culturel américain, véhicule cependant une certaine révolte contre les valeurs établies. Et Jerry Lee Lewis, le sulfureux rocker, en sait quelque chose, lui qui n'a jamais pu détrôner Elvis à cause de sa vie sexuellement tumultueuse et abondamment alcoolisée. Sa biographie, filmée par Jim McBride, évoque bien cette révolte, mais hélas, la traite un peu en bande dessinée heureuse. Kim Basinger, elle aussi, est heureuse, non pas d'être bousculée comme ici, mais d'être l'héroïne de Batman, celle qui fait craquer l'ineffable chauve-souris, ce jackpot historique de l'industrie hollywoodienne. Et si la vie de Jerry Lee Lewis est filmée façon BD, ici c'est une authentique BD, autre produit culturel purement américain, qui est filmé comme une super production. Batman, c'est déjà un classique. On a fait revivre le héros Batman. On en avait tous besoin. Batman, c'est comme le Coca-Cola. Indiana Jones, c'est aussi une super production, c'est même une réjouissante BD. C'est surtout un formidable film d'aventure qui, avec humour, véhicule tout de même les valeurs d'héroïsme, de patriotisme et de supériorité des Américains sur le reste du monde. Avec Casualties of War, l'héroïsme grince. Ce n'est plus l'Amérique triomphante, mais l'Amérique culpabilisée par le Vietnam. De Palma, cinéaste indépendant, a attendu 20 ans pour tourner ce film. Signe des temps aujourd'hui. Le film existe, récupéré par une major. Tous les films sur le Vietnam qui ont été réalisés aux États-Unis ont tous une histoire tortueuse et particulièrement compliquée derrière eux. Autre image de l'Amérique, celle des laissés pour compte. Tous ceux pour qui le rêve américain n'est qu'un mirage, tous les déglingués laissés au bord de la route et qu'on a vu défiler sur les écrans de Deauville. Ce sont les ratés englués dans leur désespoir, dans The Kill-Off. Ou la jeune Tracy, adolescente fugueuse qui devient prostituée dans Runaway Dreams. Ou encore le couple de Homer et Eddie, une malade mentale et un simple d'esprit. Il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, la drogue, la prostitution, les sans-abri. Il faut les regarder en face, il faut oser regarder cet aspect sombre de la vie. Je crois que les metteurs en scène indépendants qui travaillent avec des budgets modestes sont les premiers à aborder ce type de sujet. Regard audacieux, sombre ou sévère sur la société américaine, tous ces jeunes réalisateurs travaillent en dehors du système, loin d'Hollywood.
Une liberté de ton, de style et de critique que seul permet le cinéma indépendant. Découverte cette année le film de John Cole, Signs of Life, la fermeture d'un chantier naval, l'Amérique du chômage, filmé avec tendresse et poésie. Et le regard drôle et grinçant du réalisateur Rob Reiner sur l'Amérique du cœur et du sexe dans When Harry Met Sally.